baisser l'impact carbone. Bon, je ne sais pas si pour les étudiants c'est évident, la relation entre la consommation d'énergie et l'impact carbone. Non, pas vous. Donc, la consommation d'énergie, c'est... Donc, lorsque vous avez... la consommation d'énergie, c'est l'électricité que vous consommez quand vous chargez votre portable, c'est l'électricité qui est consommée au niveau des stations de base, etc. Cette électricité, ça dépend des pays, mais jusqu'à présent, majoritairement, elle vient soit de l'énergie thermique, soit de l'énergie nucléaire, d'accord ? Bon, soit de l'énergie hydraulique, dans le cas du Canada ou le Maroc, mais l'énergie hydraulique est propre, il n'y a pas de problème. Donc, le problème, c'est l'énergie nucléaire ou l'énergie thermique. Bon, l'énergie nucléaire, vous savez qu'il y a le problème de recyclage de l'uranium, enfin de tous les équipements qui ont été contaminés. Donc, vous savez ce qui s'est passé malheureusement à Fukushima. Il y a encore donc des traces ça rayonne sur apparemment une zone de plus d'une centaine de kilomètres autour de la ville. Donc, j'ai vu il n'y a même pas une semaine un reportage sur France 2. C'était hallucinant. Il y a des villes autour de la centrales qui sont désertes maintenant. C'est vraiment comme s'il y a la peste qui est passée, j'en sais rien, mais les gens, ils ont quitté ces villes parce qu'il y a un taux de radiation qui est très élevé. Donc, c'est quand même un risque, je veux dire, déjà l'explosion de ces centrales et aussi le fait que même quand elles n'explosent pas, au bout d'un certain temps, il faut changer tous les équipements, etc. Et donc là, ces équipements... on ne peut rien faire. La solution actuelle, c'est l'enfouissement. C'est l'enfouissement, donc c'est pire, parce qu'il y a la contamination du sol et des nappes phréatiques, parce que l'enfouissement, ça veut dire... Bon, donc c'est un problème. Donc vous voyez, ça c'est par rapport au nucléaire. Par rapport au thermique, c'est là où il y a le problème des émissions du gaz carbonique, c'est que lorsque vous prenez le thermique, ça veut dire que c'est du charbon. Par exemple, au Maroc, nous avons principalement des centrales thermiques à base de charbon. Donc le charbon, lorsqu'il brûle, il dégage des particules qui sont cancérigènes, d'accord ? Et qui sont donc cancérigènes, ça c'est une chose. Et en plus, quand il y a ces émissions dans l'atmosphère, ça fait que ça augmente le taux de CO2 et donc ça augmente l'effet de serre. Vous avez tous entendu parler de l'effet de serre qui fait... Bon, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, il y a des hypothèses sur le réchauffement climatique à cause de ça. D'accord ? Donc, vous voyez le lien maintenant ? Lorsqu'on consomme de l'énergie, de l'électricité, ça veut dire que c'est de l'énergie qui est produite quelque part et c'est de l'énergie qui n'est pas propre, majoritairement. D'accord ? Bon, ça, donc c'est pour ça qu'on essaie de réduire la consommation d'énergie pour réduire l'impact carbone. Bon, maintenant, ça, c'est les gens de bonne foi, mais les opérateurs, bon, ils jouent le jeu de l'écologie parce que c'est vendeur, c'est le label écologique, donc ils essayent de... Mais c'est surtout le coût. Parce que, comme vous avez vu, les réseaux consomment énormément d'énergie. Et ça, c'est une facture qu'ils payent. Donc, on va voir que les stations de base consomment à peu près 70% de la consommation totale du réseau. Et donc, la facture énergétique pour les opérateurs, elle est énorme. D'accord ? Donc, il faut savoir que la réduction de la consommation d'énergie, pour une fois, l'intérêt de l'écologie correspond avec l'intérêt des financiers. C'est une très bonne chose. Donc, si vous voulez, la consommation d'énergie, si on la baisse, on va réduire les coûts, parce que tout le monde cherche maintenant à la réduction des coûts, c'est un problème à cause de la crise, etc. Et en même temps, on va rendre service à la nature, et donc on va préserver notre nature, notre environnement. D'accord ? Voilà. Donc c'est un peu le lien. C'est pour ça que la motivation, quand on parle de lien entre la consommation d'énergie et le green, c'est dans ce sens. Donc voilà, ce rapport, il a dit qu'en utilisant les technologies de l'information dans les réseaux, dans l'économie en général, on va permettre de réduire de 15%. Et là, ça devient intéressant. Donc il y a deux axes. Concevoir des réseaux télécoms qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, ça c'est une chose, et en même temps
généraliser l'utilisation des technologies de l'information dans tous les secteurs de l'économie parce que ça va permettre une gestion optimisée de l'énergie et donc ça va permettre de baisser la consommation. Typiquement, j'en parlerai un peu plus loin, c'est les smart grids. Donc les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents d'énergie, ce sont des réseaux qui ne peuvent fonctionner que si on a déployer une couche de télécom pour la supervision de tout le réseau. D'accord ? Et on montre que ceci permet de gagner énormément au niveau de l'efficacité énergétique. Voilà, donc ça c'était la motivation. Bon, ça c'était par rapport au green. Maintenant, je voulais aussi présenter un peu la 5G. Ce n'était pas dans mes transparents, donc j'ai rajouté une présentation dans quelques slides qui définissent un peu ce que c'est que la 5G. D'accord ? Donc, dans la 5G, c'est... Donc déjà, on peut voir la différence avec d'autres générations. Donc vous savez que la première génération, c'est une génération analogique, donc c'est une génération mobile analogique, des débits très faibles, d'accord ? Donc c'est Advanced Mobile Phone System aux États-Unis, Nordic Mobile Telecommunication dans les pays scandinaves, etc. C'était un multiplexage fréquentiel, donc je ne sais pas, vous savez certainement de vos cours de télécommunication que quand on a une allocation fixe du canal, il y a le problème du fade-in, de l'évanouissement. Le fade-in, d'accord ? Parce qu'il y a une allocation fixe. Dans le FDMA, le problème principal, c'est le fade-in. Si vous avez un fade-in sur une fréquence, vous ne recevez plus rien. Et donc, vous n'avez pas la flexibilité pour aller sur d'autres fréquences. Donc, c'est un problème donc avec cette première technologie. Et les débits, bien sûr, comme vous pouvez le voir, étaient très, très faibles. La deuxième génération. Alors, c'est quoi la deuxième génération ? C'est le GSM. Le GSM, on est passé au numérique. Donc là, on parle de Digital Modulation. C'est du TDMA, principalement donc, en Europe et dans nos pays. Mais il y a aussi du CDMA. Tout le monde sait ce que c'est que TDMA et CDMA ? D'accord. Donc voilà, donc c'est du TDMA pour le GSM en Europe, c'est du CDMA pour l'IS-95 aux États-Unis, et les débits sont des débits qui sont des débits plutôt vers les 13 kilobits par seconde pour le GSM, et avec le GPRS, on a pu aller jusqu'à 144 kilobits par seconde. Le GPRS qui est une amélioration du GSM, bien sûr. Donc ça, vous le savez, on a juste gardé la partie GSM et on a plugué dessus un réseau de données qui permet donc de se faire passer de la data aussi. Bon. Donc de G, 2.5 pour le GPRS, mais avant d'arriver au GPRS, on est passé par l'Edge. Donc voilà, ça c'est le 2.5. La troisième génération, vous savez tous un peu ce que c'est que la troisième génération, non ? Un peu ? D'accord. Bon. Donc la troisième génération, vous la connaissez au moins par le nom commercial, c'est la 3G. D'accord ? Donc la 3G, elle utilise principalement du CDMA, du Code Division Multiplexes, d'accord ? Et les débits, ce sont des débits qui vont jusqu'à à peu près 300 kilobits par seconde. Ça, c'est le débit réel. Les débits spécifiés dans la norme, c'est normalement jusqu'à 2 mégabits par seconde. Mais le problème, c'est que ces 2 mégabits par seconde ne sont possibles que si on est fixe. L'émetteur et le récepteur est fixe. Parce que quand on bouge, il y a le problème encore du fade-in qui va se combiner avec le Doppler, etc. Et la communication, la qualité du lien est dégradée, donc la capacité est dégradée. Parce que vous savez tous, à travers la fameuse équation de Shannon, que la capacité elle est directement liée au SNR. D'accord ? Donc si le SNR est dégradé, la capacité est dégradée. Donc, la différence entre la 3G et la 2G, c'est que ça permet du multimédia. Donc, déjà, on peut recevoir des photos, on peut donc communiquer, aller sur Internet, bien sûr. Ça, c'était le grand... Bon, avec le GPRS, on peut aussi aller sur Internet, mais les débits sont un petit peu limités. Donc, on peut aller sur Internet, on peut faire de la vidéo, donc... mais fixe, il n'y a pas beaucoup de... donc c'est pas très grande... La vidéo n'est pas une vidéo dynamique, donc, parce que les débits pour une vidéo dynamique, il faut au moins 2 mégabits par seconde. Donc là, c'est les limites un petit peu de
de la 3G, on peut faire un appel avec l'image, on voit la personne, donc qui bouge un petit peu lentement, donc, parce que le débit il est autour de à peu près, comme j'ai dit, 384 kilobits par seconde. La 4G. Donc la 4G, on est sur des débits un peu plus importants, donc on peut faire de la très bonne qualité de video streaming. On peut aussi combiner du Wi-Fi avec du WiMAX sur le mobile. Vous avez aussi la possibilité de passer par le Wi-Fi ou le WiMAX. Il y a la notion d'abord l'OFDM, ça c'est le plus grand changement entre la 4G et la 3G. Donc la 4G c'est de l'OFDM alors que la 3G c'est du CDMA pour la modulation sur l'interface radio. Alors pourquoi on a fait marche arrière? Parce que la 4G, elle est revenue sur l'OFDM, c'est parce que le CDMA, c'est une très très bonne technique, mais qui ne marche que quand les codes sont orthogonaux. D'accord? Donc si les codes ne sont pas orthogonaux, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a génération d'interférences et encore une fois, la capacité chute. D'accord? Et il se trouve que le canal sans fil, le canal radio, c'est un canal à multitrajet. D'accord? Comme c'est un canal à multitrajet, donc il va introduire des décalages. Donc les codes, même s'ils sont orthogonaux au départ, quand ils passent à travers le canal radio, ils sont désynchronisés. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle multiplex interference. Donc il y a un problème d'accès, d'interférence entre les utilisateurs qui fait que on arrive, il y a des solutions qui ont été proposées, il y a des gens très très brillants qui travaillent sur ça, donc tous les KRA et compagnie, et donc ils ont proposé plein de solutions avec Successive Interference Cancellation, Multiplex Interference Cancellation, etc. Mais c'est une usine à gaz, d'accord? Donc ça devient très compliqué, et donc c'est certainement pas du low cost, c'est certainement pas des chips qui vont, enfin des terminaux qui vont être pas chers. Donc voilà, comme c'était c'est faisable bien sûr, mais à quel prix, et la consommation d'énergie, etc. Donc on a les chercheurs et les experts, ils ont opté, passé à leur revenu plutôt à l'OFDM, parce que l'OFDM c'était inventé, si je me rappelle bien, dans les années 60, mais elle a connu, grâce au passage, enfin en tout cas à l'implémentation sous forme d'une FFT, c'est devenu, la complexité a énormément chuté, et donc on peut implémenter facilement une OFDM. Et l'intérêt de l'OFDM, c'est l'orthogonalité entre les fréquences, d'accord? Donc on démontre facilement que lorsque vous avez, encore une fois, parce qu'il faut le savoir, c'est le plus gros problème des réseaux sans fil, c'est le fade-in, c'est l'évanouissement. Donc le fait de découper la bande en toutes petites bandes, ça permet d'avoir sur les sous-bandes des canaux quasiment fixes. D'accord? Donc ça permet de ne pas de tromper le canal, et c'est comme si on n'a pas de fade-in sur les petites fréquences, d'accord? Donc on voit les bits ou les symboles sur des multiporteuses, et donc on arrive à contourner ce problème d'évanouissement. Il y a l'OFDM pour la modulation, l'OFDMA pour l'accès multiple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, en allouant certaines porteuses à certains utilisateurs et d'autres porteuses à d'autres utilisateurs, ça permet de faire de l'accès multiple. D'accord? Donc, c'est très bien. Et en plus, avec le MIMO, qui a été présenté par professeur Denner, donc, il y a la possibilité d'implémenter le MIMO dans la 4G et donc d'améliorer encore la capacité. Donc voilà, donc ça c'est la 4G, d'accord? Oui, juste une chose, moi j'aime beaucoup l'interactivité, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Je n'aime pas les questions à la fin, parce que je ne vais pas me rappeler de ce que j'ai raconté. Donc voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, et pour moi c'est beaucoup plus agréable quand c'est interactif. Enfin voilà, si vous le souhaitez, sinon c'est pas grave. Donc la 5G. Donc voilà, on est parti de l'OFDM, TDMA, CDMA, on est revenu à l'OFDM.
on est parti du FDMA, donc c'est fixe parce que l'OFDM, il n'y a pas le problème d'allocation fixe, donc dont souffre le FDMA. Donc FDMA, TDMA, OFDM et OFDMA, et on est revenu, CDMA pour la 3G et OFDM et OFDMA pour la 4G. D'accord ? Et la 5G dans tout ça. Donc la 5G, elle est aussi Packet Switched Wireless System. Alors oui, juste une chose, Packet Switched, Circuit Switched, est-ce que vous connaissez la différence ? D'accord, très bien, voilà. Donc là, on est passé sur le paquet. Hein, toute la voie, elle est passée sur c'est paquetisé, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà maîtrisées. Donc là, ça continue sur la même orientation. Donc c'est Packet Switched System. Donc, wide area of coverage and high throughput. Donc, on est toujours sur... bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, ça, c'est les slides que j'ai trouvés. Donc, voilà, j'ai cité la source parce que, voilà, c'est... Comme je l'avais dit, on avait plusieurs d'entre nous l'ont dit aux étudiants, c'est-à-dire la 5G n'existe pas encore. C'est que des requirements, d'accord ? Ce sont des spécifications que la Commission européenne et que les instances donc, européennes, ils ont fixées comme objectifs. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont en train de lancer ce gros programme de recherche, c'est pour que les chercheurs puissent travailler sur des solutions pour répondre à ces exigences. D'accord ? Donc voilà, donc, elles n'existent pas. Donc il y a plusieurs solutions qui sont candidates. On a vu Massive MIMO, il y a d'autres, etc. D'accord ? Enfin, je veux dire... pour le moment, l'orientation est plutôt sur l'OFDM. Mais s'il y a une technique révolutionnaire qui sort dans les 3 ans, pourquoi pas ? Mais actuellement, c'est sur l'OFDM pour la couche, pour l'interface radio, et du CDMA sur le multiplexage entre les cellules, d'accord ? Pour faire du reuse one, frequency reuse one, d'accord ? Donc voilà, donc ça, on est sur de packet switched. Et wide coverage, c'est-à-dire c'est une couverture outdoor de toute façon. Donc c'est une technologie qui va être aussi outdoor comme les autres. Bon, wide coverage, je ne sais pas si tout va être wide coverage, parce qu'il y a quand même cette convergence, j'en parlerai un petit peu, du filaire et du sans-fil, et il y a plutôt une orientation vers les petites cellules, donc vers les picocellules et les femtocellules, d'accord ? Donc voilà, ça c'est... Bon, très grand débit, ça c'est la spécificité de la 5G, c'est très grand débit, et peu importe le fade-in, donc il faut résoudre ce problème. Très grand débit, point. Il faut que la technologie soit capable. C'est pour ça la jeune fille, hier, elle disait que son prof lui a dit « Oublie le AWGN, il ne faut pas travailler sur les severe fade-in channels ». Ce qui est le cas, on va être dans des situations. Les situations réalistes pour la 5G, c'est des situations avec des canaux qui varient très très rapidement et qui sont très sélectifs. D'accord ? Donc que ce soit en temps, en fréquence, mais surtout en temps, parce que ça bouge. Il y a la mobilité. Vous savez, avec la mobilité, vous avez le problème du Doppler, vous avez plusieurs problèmes qui font que la variabilité du canal devient très importante. Donc voilà, donc c'est parmi les requirements de la 5G. Donc elle va utiliser l'OFDM. Bon, pour le moment, c'est le candidat... La technologie candidate principale, des waves millimétriques, donc on est entre 2 et 8 GHz, et surtout, c'est le débit, il doit aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. D'accord ? Donc c'est quand même un saut énorme. D'accord ? Bon, ça c'est ce qui est demandé. Après... On va passer quand même de la 3G, c'est 2 mégabits par seconde. La 4G, c'est quoi ? C'est 10 à 20 mégabits par seconde à peu près. Et là, on va aller à 1 gigabit par seconde. D'accord ? Donc, c'est quand même une contrainte qui est très, très, très importante. Donc, le très haut débit, voilà, solution Massive MIMO ou autres coopératives. On a vu aussi les relais qui vont permettre d'améliorer la capacité. C'est les techniques qu'il faut viser. Donc les objectifs, c'est que la 5G elle est développée donc pour assurer une qualité de service au-delà de ce qui existe avec la 4G.
Flexible channel bandwidth, donc on n'est plus sur une bande fixe. Donc 5 mégas c'était la bande de la 3G, d'accord. 20 mégas c'était la bande proposée pour le LTE, d'accord. Donc là on va sur c'est des fréquences scalables entre 5 et 40 mégahertz. Enfin les bandes, j'entends, les bandes de transmission. Donc ça c'est voilà, on va s'adapter selon il faut que l'allocation de bandes passantes soit flexible. Les débits, on en a parlé, et donc augmenter l'efficacité spectrale, oui, parce que quand on voit le GSM, on voit le débit pour la bande que ça occupe, l'efficacité spectrale, elle est très très faible. Donc ce qu'il faut, c'est pour un débit, le débit doit quand même être élevé par rapport à la bande allouée. Donc il faut une très grande, améliorer énormément l'efficacité spectrale. Bon, des standards, je pense que, c'est-à-dire, il y a les candidats pour le moment, c'est, il y a le WiMAX, vous connaissez un peu le WiMAX, c'est une évolution du 802. Enfin, c'est pas une évolution, mais je veux dire, c'est dans l'esprit c'est I3E, donc qui sort, c'est un standard I3E, donc c'est les I3E 802.16, d'accord. Donc, en fait, c'est lorsqu'il y a eu l'évolution de la 3G vers le LTE, toute la norme I3E et les sociétés qui sont derrière, ils ont voulu développer un standard qui concurrence un petit peu le LTE, d'accord. Donc il y a eu la proposition du WiMAX qui est la couche FiMac, etc. Je veux dire ça c'est quand même une évolution du 802.11, c'est-à-dire le Wi-Fi, d'accord, mais c'est avec des technologies des techniques plus évoluées. Donc et la couverture elle est beaucoup plus grande que le Wi-Fi. Le Wi-Fi, vous savez, c'est de la très courte portée. C'est quelques dizaines de mètres. Le WiMAX, c'est avec une antenne, vous arrosez normalement 50 km. C'est ce qui est... donc, vous mettez une antenne sur une ville et vous pouvez couvrir une zone très large. Bon, le WiMAX a subi un très très fort, un petit peu résistance des opérateurs des réseaux cellulaires parce que ils sont pas contents parce que le WiMAX c'est quand même un esprit standard pas cher, ouvert, etc. Alors que le LTE c'est quand même propriétaire. Ce sont des technologies ce sont des technologies qui sont propriétaires et certainement pas, en tout cas pour la 3G, c'était pas du low cost. Donc WiMAX est un des standards qui sont candidats. Le WavePro, je ne connais pas très bien, mais c'est une version de, en fait, un petit peu ce que je sais du WavePro, c'est une version du WiMAX, mais avec du relayage. Parce que vous avez dans le WiMAX, normalement le WiMAX au début, la mobilité n'était pas spécifiée. La mobilité n'est pas spécifiée. Donc là, pour un petit peu compenser ce problème, le 802.16.e, la mobilité, c'est-à-dire lorsqu'on quitte une zone, il y a un relayage entre les antennes. D'accord, les antennes qui arrosent la zone dont j'ai parlé d'une trentaine à une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres. Donc il y a du relayage. Et ce qui fait on peut faire a priori de la mobilité, d'accord, grâce à cette évolution. 3GPP LTE, donc c'est la 4G, l'évolution de la 4G est aussi une candidate vers la 5G. Et 3GPP2, UMB, Universal Mobile Broadcast, c'est un projet pour améliorer le CDMA 2000. Donc vous voyez que le CDMA est encore dans la course. Donc, parce que le LTE, c'est de l'OFDM, d'accord. Donc, les consortiums du CDMA 2000, CDMA 2000, c'était un des consortiums pour la 3G, d'accord. Donc, et là, ils continuent en tout cas, ils sont aussi dans la course pour essayer de démontrer qu'ils sont capables de réaliser les performances qui sont fixées pour la 5G. Voilà, donc c'est un petit peu une présentation. J'espère que ça vous donne une idée sur ce que c'est que la 5G et surtout ce qu'elle va apporter par rapport aux autres technologies. D'accord ?
Bon, le Core Network, ça c'est oui, je vais dire deux mots sur ce slide. Donc le Core, d'abord, c'est une technologie multi-standard. D'accord. Donc ça veut dire que la 5G doit communiquer indifféremment avec différentes technologies. Hein. Ça, c'est pas... Donc c'est la convergence des heterogeneous networks. Et donc forcément, il y a une agrégation, il y a un agrégateur. Donc il doit y avoir une partie abstraction layer qui va essayer de uniformiser un petit peu toutes ces radio access technologies pour aller vers le core network. Donc c'est un seul core network qui peut communiquer avec différentes technologies. Le core, il est all IP, hein, donc c'est packet, on l'a dit, d'accord, switched, et donc aussi donc all IP network, ça c'est ici. Il y a une autre technologie qui vient dans la 4G, dans la 5G, c'est les nanotechnologies. D'accord. Donc là, le core network va être conçu à base des nanotechnologies. Donc, moi, je suis pas du tout spécialiste du domaine, mais ce sont des technologies qui sont très petites et qui permettent des débits assez importants. Donc, même dans la façon des calculs, etc., ce qu'on appelle le quantum computing. Donc, il y a une autre spécificité de ces nanotechnologies, c'est qu'ils sont sur la fibre, donc c'est de l'optoélectronique. Et j'ai vu qu'il y avait une présentation donc, dans le programme donc c'est excellent parce que le Core Network va utiliser cette partie des transmissions optiques et bien évidemment donnée par un professeur Aluini, donc ça ne peut être qu'un excellent talk. Donc bon, c'est dommage que je ne pourrais pas y assister parce que je quitte. Bon, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais bon, c'était comme ça. Donc, c'est le Core Network, il va y avoir les nanotechnologies et le cloud. Hein, vous avez tous entendu parler du cloud, hein? Voilà. Donc le cloud, c'est quelque chose qui va se généraliser partout. Même la station de base va être un cloud en fait. Dès qu'on accède à la station de base, après les utilisateurs sont identifiés dans un cloud. Ce qu'on appelle le réseau, il va être conçu comme un cloud. D'accord. Donc c'est vraiment une approche qui est en train d'aller même vers le hardware, parce qu'on connaît le cloud pour la virtualisation, les plateformes as a service, etc. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir une plateforme physique chez vous. Vous pouvez vous connecter sur un serveur et vous avez toute la puissance de calcul, toute la plateforme, elle est ailleurs et vous louez uniquement le temps d'utilisation. D'accord. Donc la plateforme devient un service, etc. Donc il y a plusieurs catégories dans le cloud, mais là, c'est le réseau lui-même va devenir donc un cloud. Bien. Oui. Il est où, quoi? Parce que j'entends pas bien. LTE Direct. Bon, LTE, c'est le Long Term Evolution de la 3G. D'accord. Donc, dans le LTE, il y a plusieurs technologies. Donc, moi, j'ai donné un peu une idée sur ce que c'est. Donc, c'est des débits qui sont plus grands que la 3G. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par LTE Direct. Directive, voilà, j'ai soupçonné ça. D'accord. Donc c'est du beamforming un petit peu, c'est du MIMO, c'est voilà. Mais j'ai dit qu'il y avait du MIMO dans le LTE, d'accord. Si vous vous rappelez, voilà, parce que voilà. Il y a du MIMO, d'accord. Donc avec du MIMO, vous pouvez faire du beamforming. D'accord. Donc vous pouvez avoir des communications directives si vous voulez. D'accord. Donc ça c'est le plus par rapport à mais même dans la 3G il y a du MIMO. Hein. Ça c'est le Alamuti, il est spécifié dans la 3G. D'accord. Mais c'est pas du MIMO avec un grand nombre d'antennes donc au niveau de la station de base et quelques antennes au niveau du mobile parce qu'il y a quand même la taille du mobile. D'accord.
Oui, oui, moi j'ai travaillé sur un projet, européen, donc le SACRA, le projet européen SACRA, c'était pour le LTE. À l'époque, c'est pas si loin que ça, c'est que le LTE est passé très vite. Entre la 3G, on est passé à la 5G, il y a eu, je sais pas, peut-être 5-6 ans pour le développement du LTE. Donc si vous voulez, il y avait déjà le peer-to-peer communication, donc il y avait déjà la communication entre devices qui étaient spécifiés, d'accord? Donc après, je ne vois pas le problème pour avoir une communication au FDM ou au FDMA. Quel est le problème? Non, mais c'est spécifié dans la 4G, enfin spécifié. Quand j'ai travaillé sur les projets de recherche qui étaient pour proposer des technologies qui vont permettre de réaliser la 4G, la communication entre devices était spécifiée, d'accord? Je vous en prie. Bon, bien évidemment, pour la 5G, c'est encore pire, parce qu'avec l'Internet of Things, tout va communiquer. C'est pas que des mobiles que nous avons, c'est tout. C'est votre frigo, c'est votre voiture, tout va communiquer avec tout. D'accord? Donc, c'est Things. On ne parle plus de mobiles, tous les objets vont être des objets communicants. D'accord? Donc là, c'est encore un critère qui est, c'est un critère qui est encore plus hard que le fait de faire communiquer de mobile, d'accord? Parce que le débit va exploser, bien sûr. Et en plus, ça doit passer sur du wireless WWW, c'est-à-dire Wireless World Wide Web, d'accord? Donc le Internet va être sur le sans fil avec un très haut débit, d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, bien sûr, comme aussi ce qui va permettre, je viens d'en parler, donc Internet of Things, ça veut dire c'est des milliers de composants qui vont communiquer, donc il faut les adresser, d'accord? Donc IPv6 va être généralisé, parce que vous savez qu'actuellement il y a IPv6, mais en tout cas au Maroc, c'est surtout IPv4 que nous avons, d'accord? Je ne sais pas quelle est la situation en Tunisie, est-ce que vous êtes déjà sur IPv6? Pas totalement peut-être. D'accord? Donc, en tout cas, là, pour permettre à des milliers d'objets de communiquer, il faut aller vers... c'est possible avec l'adoption et l'implémentation de IPv6. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la 5G. Je pense que là, ça reprend ce que j'ai dit, donc je vais avancer. Donc voilà, ça vous donne une idée sur ce que apporte la 5G, donc l'école sur la thématique de la 5G. J'espère qu'au moins maintenant, vous avez une idée de quoi il s'agit, que la 5G, qu'est-ce qu'elle doit apporter par rapport aux autres technologies. D'accord? Bon, maintenant, les Green Cellular Network. Donc, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a les Green Communication et après les IT, c'est-à-dire IT Green in the World, c'est-à-dire les ICT utilisés dans d'autres secteurs. Donc, les réseaux verts, ce sont des réseaux qui doivent principalement avoir de l'efficacité énergétique. D'accord? Donc, j'ai expliqué les raisons. Donc, il y a les raisons de coût, mais il y a aussi les raisons d'environnement. Donc, ceci permettra d'atteindre une efficacité énergétique dans les réseaux cellulaires et donc il y a beaucoup de, les standardization bodies, authorities et tout le monde pousse vers cette direction parce que pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, il y a l'efficacité d'énergie et le low cost, c'est-à-dire cost effectif. Voilà, c'est surtout ça. Alors les green communication, c'est energy saving dans la station de base. Donc c'est à peu près plus que la moitié de la consommation d'énergie se trouve au niveau des stations de base, d'accord? Donc là, il faut faire quelque chose. Ça, c'est essayer d'optimiser les algorithmes, la complexité. On en parlait dans les présentations d'avant. La complexité, c'est quelque chose d'important parce que quand vous avez un algorithme qui a une certaine complexité, ça veut dire que le microprocesseur qui va être utilisé pour implémenter cet algorithme, il va avoir un certain temps cycle, d'accord? Donc ça va durer longtemps, donc il va y avoir de la consommation d'énergie. D'accord? Donc la complexité est un facteur important sur lequel on peut jouer pour réduire la consommation d'énergie. Donc minimiser la consommation d'énergie dans la station de base, bon, il y a d'abord...
Oui, c'est Luc qui avait sorti l'histoire des classes A, B, etc. Voilà, donc là, c'est l'ampli de puissance, ça consomme beaucoup d'énergie, d'accord, et donc ça dépend après où est-ce qu'il est, je veux dire, le point de fonctionnement. Hein, ça dépend. Donc, si il consomme déjà lorsqu'il n'y a pas de transmission, c'est-à-dire au repos, c'est un problème. Donc, il y a aussi tous ces problèmes de PAPR que vous connaissez, vous l'avez cité hier, qui font que donc ce PAPR va générer des non-linéarités et donc des harmoniques et donc de la consommation d'énergie aussi. D'accord ? Donc, donc le problème donc voilà, il faut travailler sur l'ampli de puissance, mais ça c'est les électroniciens. Travailler sur des protocoles qui vont permettre de réaliser un peu d'efficacité énergétique. Et Energy Aware Cooperative Base Stations, ça je vais montrer un algorithme qu'on a proposé qui permet aux stations de base de coopérer. Donc voilà, c'est-à-dire des stations de base, ils peuvent, par exemple, je vais montrer un des scénarios qui était déjà dans la 4G et qui va encore continuer dans la 5G, c'est ce qu'on appelle le offload. Le offload, ça veut dire que vous avez une grande station de base, et bien vous pouvez installer, l'opérateur va installer des petites cellules, d'accord, dans la couverture de la station de la macro base station, et donc lorsque un mobile passe à côté de la station de base, c'est un cours peut-être que vous leur avez fait, c'est ça? On travaille sur ça. Ah d'accord, excellent. Donc voilà, quand il y a un mobile qui passe à côté d'une femto, il va plutôt passer par la petite cellule que passer vers la grande cellule. Pourquoi ? Oui, j'entends. Pourquoi on va préférer passer par la petite cellule qui est à côté que de la station de base qui a... Voilà, donc déjà, c'est le bilan de liaison, hein, pour ceux qui ont fait, enfin vous avez tous fait des télécoms, le bilan de liaison, il est beaucoup plus favorable sur une dizaine ou une centaine de mètres que sur des kilomètres, d'accord ? Donc déjà au niveau bon ça c'est surtout côté mobile, hein, ça c'est surtout côté mobile, donc côté mobile, mais ça permet aussi, donc pour la station de base, de ne pas être par exemple, quand un mobile communique avec la station de base, il y a aussi des signalisations, un échange d'informations, d'accord ? Donc là, il y a des scénarios qui étaient présentés déjà dans la 4G, qui sont très intéressants, où on va faire tout le lien montant se fait par des petites cellules, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le offload. Donc la petite cellule va faire passer tout le trafic des utilisateurs de la macro qui sont dans son voisinage. Par contre, le downlink va continuer à être, par exemple, en lien direct, d'accord ? Donc là, ça permet d'économiser de l'énergie. Mais bon, il faut avoir la station de base, la femto, qui soit de la même technologie, ou en tout cas multitechnologie, pour pouvoir coopérer avec la macrocellule. D'accord ? Donc ça, c'est une piste de coopération entre cellules. Bon, juste une chose, pour que la station de base et la femto communiquent en même temps, on va voir que ce n'est possible que grâce à la radio cognitive, hein, parce que, enfin, communique sur la même fréquence, si on est sur la même fréquence. Donc il va y avoir un problème d'interférence, bien sûr. D'accord ? Donc, et on va voir que une des idées fortes de la radio cognitive, et des outils proposés par la radio cognitive, c'est de contrôler l'interférence quand les gens communiquent sur les mêmes canaux. D'accord ? Bon, Smart Antenna ou MIMO ou Beamforming, ça c'est aussi une technologie, enfin des techniques qui permettent bien sûr d'améliorer l'efficacité, enfin le bilan d'énergie, parce que quand vous êtes en omni, hein, quand vous rayonnez en omnidirectionnel, l'énergie elle est perdue sur toute 360 degrés, d'accord ? Donc alors que quand vous êtes en beamforming, vous allez utiliser moins d'énergie pour atteindre, parce que le gain des antennes directives est beaucoup plus grand que le gain des antennes omnidirectionnelles. D'accord ? Donc, on gagne beaucoup d'énergie.
D'accord? Donc, une des techniques, votre collègue parlait des LTE directives. Donc, c'est tout simplement par exemple, on a un certain nombre d'utilisateurs et donc on va détecter l'utilisateur qui a le meilleur SNR, d'accord? Et donc ça, on peut faire dans un premier temps une communication omnidirectionnelle. Et après, on trouve les utilisateurs qui ont les meilleurs SNR et on va faire du beamforming, hein, parce que c'est mieux de communiquer avec quelqu'un qui a un très bon gain. On va passer un très fort débit, on ne va pas faire des retransmissions. Parce que quelqu'un qui a un mauvais canal, le Mac, il va faire des retransmissions. Et les retransmissions, ça coûte de l'énergie. D'accord? Donc c'est de l'énergie. Donc ça, ce sont des techniques qui vont permettre de gagner en termes de consommation énergétique. Bon, ça c'est une tendance aussi, tous les réseaux self-organizing network techniques. Donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, on a des infrastructures, on n'a pas d'infrastructure. C'est-à-dire, on va vers des. C'est-à-dire, vous avez vu que, enfin, j'ai dit que le. Donc vous avez la consommation principale se fait dans les stations de base, hein, principalement, d'accord? Donc, pourquoi ne pas supprimer les stations de base, carrément, d'accord? On n'a pas besoin, hein, on n'a pas besoin, mais quel est le problème si on n'a pas les stations de base? Si on n'a que des femtocèles partout, ou des picocèles? Là? C'est la connectivité du réseau. Pardon? Donc, j'aimais bien un petit schéma pour modéliser ça, c'est comme si on a un grand projecteur pour illuminer toutes les chambres dans les immeubles. Et en fin de compte, pour illuminer une chambre, on n'a pas besoin d'un grand projecteur comme il y a dans le stade, on a juste besoin d'allumer une petite lampe. Exactement. C'est très joli la métaphore, enfin, en tout cas l'image. En tout cas, enfin, je veux dire, c'est pas joli. Ce que je veux dire, ça illustre très bien. Ça illustre très bien parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin parce que l'énergie en omni, elle va vers les utilisateurs qui sont en train de communiquer, mais ceux qui ne sont pas en train de communiquer, ils ne sont pas du tout intéressés. C'est de l'énergie perdue. Donc, il vaut mieux voir où il y a la communication et même d'utiliser l'énergie suffisante pour éliminer cette zone, par exemple. Donc la femtocellule ou la picocellule, vous prenez d'abord, la tendance, c'est que tout le monde chez soi va avoir une femtocellule. C'est le cas. C'est les box. Hein, les box, c'est l'idée des femtocellules. Ce que fait Free en France, ils sont déjà loin, déjà. C'est avec du Wi-Fi, mais ils ont la connectivité. Maintenant, je sais, mais au début, il a commencé par le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, elle se basait sur la Freebox des utilisateurs qui avait deux canaux. Elle a un canal pour l'utilisateur lui-même et un canal broadcasté pour les utilisateurs Free qui passaient à côté. Donc quand vous passez, Free c'est un opérateur, on va dire low cost un peu en France, qui a proposé c'est lui qui a fait que les prix chutent en France, c'est parce qu'il a proposé des solutions qui sont très innovantes à l'époque et qui a fait que tout le monde s'est aligné sur l'approche un petit peu de Free. Donc ça, c'était pour le Wi-Fi. Et maintenant, ils sont passés même sur les femtocèles. Mais c'est le même principe, sauf que ce n'est pas la technologie Wi-Fi, c'est la 4G qu'il y a sur les femtos. Ou autre, hein, mais bon, en tout cas, c'est la 4G. D'accord? Donc voilà, c'est-à-dire si tout le monde a une femto chez soi, vous pouvez communiquer chez vous, entre étages, entre chambres, dans votre jardin, etc. Mais en même temps, lorsque des voisins d'une autre femto passent à côté, eh bien, vous les relayez. D'accord? Donc, on n'a plus d'infrastructure. Hein? On a des femtos, mais bon, le problème, c'est la densité. C'est pour ça que j'ai dit la connectivité du réseau. C'est-à-dire il faut une densité suffisamment forte pour qu'on puisse faire du roaming. D'accord? Donc c'est ça un petit peu il faut avoir suffisamment de... Donc, mais même on peut faire du roaming sélectif. Je veux dire, il y a des mobiles qui se baladent, mais ils vont se connecter avec la femto qui leur donne le meilleur lien, la meilleure qualité du lien. D'accord? Donc voilà, il y a des idées, même en faisant du roaming blind, il y a quelques idées qui sont... Voilà, ça peut se faire. Donc, et là, si vous faites du roaming blind, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de démoduler le signal de la station de base, parce que la démodulation, ça
ça consomme de l'énergie, d'accord? Vous allez peut-être, je ne vais pas sortir l'idée, mais bon, voilà, vous pouvez quand même, en analysant certaines choses, savoir vers quelle station vous allez vous attacher, sans démoduler, et vous ne commencez à démoduler que la bonne, d'accord? Que celle qui vous intéresse. Donc vous voyez qu'il y a une approche vers des petites cellules où on va, l'objectif c'est de minimiser la consommation d'énergie, d'accord? Voilà, donc là je vais avancer un petit peu. Bon, bien évidemment ces femtocelles, l'idéal c'est qu'elles soient alimentées par des panneaux solaires ou des éoliennes, donc on est green, parce que l'approche green, ça sert à rien d'avoir du green dans un bloc et de la perte d'énergie dans les autres blocs. Il faut que ça soit end-to-end, hein, de bout en bout. Oui. Bon, si on parle de green, et le radio, c'est néfaste aussi. Très bien. Pour la santé. Donc, est-ce que ce sont mes prochains slides. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Bespes. C'est vrai que tout le monde parle de l'efficacité d'énergie, mais il y a electromagnetic field radiation, ça c'est important. Et il y a les problèmes de santé. Donc pour être vraiment green, il faut que aussi la quantité d'énergie rayonnée diminue, parce que ça passe à travers notre tête, voilà. Donc j'en parle, voilà. Ça c'est un axe qui me tient vraiment à cœur, et on est quelques-uns un petit peu. Il y a Jacques aussi qui est Palico qui s'intéresse à cet aspect. Bon, maintenant il y a quand même pas mal, parce qu'au début c'était surtout sur l'efficacité énergétique des réseaux. Bon, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu hypocrite quand les sociétés disent qu'ils font du green. C'est en fait de la réduction de coûts. S'ils veulent vraiment faire du green, c'est de s'attaquer au rayonnement électromagnétique. Ça c'est vraiment parce que ça touche les gens aussi. Ça c'est important. Alors, Green Cellular Networks, donc le planning, voilà, on parle des femtocelles, etc. Et bien évidemment, les techniques qui vont permettre d'implémenter le green, les techniques un petit peu phares, c'est la radio cognitive et les relais, hein, tout ce qui est relayage. Parce qu'au lieu, c'est ce que disait votre collègue tout à l'heure, c'est-à-dire il y a du peer-to-peer communication. Donc, au lieu d'aller vers la station de base, même si je n'ai pas la connectivité du réseau, je parlais tout à l'heure de suffisamment de femtocellules. Bon, c'est pas grave. Si j'ai pas une femto, je peux passer par un autre mobile qui est sur mon chemin, qui va me permettre, avec plusieurs sauts, d'atteindre la station de base ou la femto, etc. Ou même de communiquer en faisant Donc c'est un peu un mix entre cellulaire et ad hoc, d'accord? Donc c'est voilà. Donc ce sont le relayage et les techniques coopératives sont très très importantes. Oui, je voulais dire une chose que je voulais présenter dans un projet européen, mais malheureusement je pense qu'on n'avait pas bien rédigé le projet. C'était les techniques coopératives entre femtocelles. Ça, c'est pour augmenter le débit. Parce que vous êtes un utilisateur et vous avez plusieurs femtocellules ou petites cellules autour. D'accord? Donc, c'est une diversité que vous avez là. Donc, vous pouvez passer par plusieurs cellules en même temps. Et quelque part, le core network, ou quelque part, il y a du combining des informations qui viennent de plusieurs femtocelles. Et là, vous améliorez votre SNR. D'accord? Et vous améliorez votre débit. Donc là, il y a aussi, c'est pour cette raison, mais pour une autre. Parce qu'actuellement, il y a aussi ce qu'on appelle le backhaul. Il est tant qu'on n'est pas passé sur l'optique, etc., le backhaul, il va être limité aussi avec tous ces débits qui vont transiter, tout Internet of Things, etc. Donc il va y avoir des débits importants. Tout ça va passer sur IP, parce que tout passe sur IP. Donc le backhaul, il faut assurer derrière. D'accord? Donc une façon de détourner la contrainte sur le backhaul, c'est de passer par plusieurs femtos, parce que les femtos, j'ai oublié peut-être de le dire, ils sont connectés à la DSL. Hein? Ce sont des liens filaires. D'accord? Donc, entre l'utilisateur et la femto, c'est du sans fil, mais de la femto vers le réseau, le cœur du réseau, c'est du filaire. D'accord? Donc, même si on a des ADSL qui sont, les ADSL à des débits qu'on connaît, on peut faire passer des communications à des débits plus importants en faisant une communication coopérative entre femtocellules. D'accord? Donc, ça aussi, ce sont des pistes pour contourner, même si le backhaul ne suit pas actuellement, où il y a des limitations, on peut contourner cette limitation en faisant du coopératif. Donc voilà, j'ai parlé des problèmes d'ampli. Enfin, je vais passer ça parce que c'est un peu, ça reprend ce que je suis en train de. Donc là, c'est les pistes. Bon, je vais présenter des solutions concrètes, quelques exemples d'algorithmes qui permettent de réaliser ça, soit avec les outils cognitifs au cross-layer design, mais
Donc, mais avant ça, je voulais parler un petit peu aussi de IT dans d'autres secteurs. Quelques slides pour parler de comment les IT peuvent contribuer. On avait dit tout à l'heure que le rapport de l'initiative Smart 2020, il a dit qu'en introduisant les IT dans d'autres secteurs, ça permet d'améliorer, enfin en tout cas de baisser la génération du taux de CO2 d'à peu près 15%. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc un des axes sur lequel je travaille un petit peu actuellement, c'est l'axe Smart Grid. Donc Smart Grid, c'est quoi un Smart Grid, hein? Donc un Smart Grid, c'est un réseau où vous pouvez avoir une partie qui vient de l'énergie classique, polluante, hein, qu'elle peut être thermique ou nucléaire ou non polluante, comme l'hydraulique, et en même temps, vous avez de l'énergie propre qui vient des panneaux solaires. Hein. Déjà en Europe, c'est possible, je ne sais pas en Tunisie, mais au Maroc, le particulier n'a pas encore le droit d'injecter de l'énergie sur le réseau, mais il y a une loi qui est en train de passer dans le Parlement. Donc, si vous voulez, vous, moi, n'importe qui, on a des panneaux solaires, il faut tous, enfin peut-être pas, bon, ça se discute sur les panneaux solaires, mais en tout cas, essayons d'avoir de l'énergie propre chez soi, d'accord? Donc si on met par exemple des panneaux solaires, eh bien les panneaux solaires, on les utilise quand nous avons besoin de cette énergie, mais quand on n'a pas besoin de cette énergie, l'énergie elle est perdue, parce que l'énergie ne se stocke pas, hein? L'énergie ne se stocke pas. Donc l'énergie, si on ne l'utilise pas, il vaut mieux l'injecter sur le réseau pour que d'autres personnes puissent l'utiliser, d'accord? Donc il a été, enfin un petit peu, les études ont montré qu'on peut aller jusqu'à à peu près 20 à 30%, 20% d'injection d'énergie propre sur les réseaux. Alors vous allez me dire pourquoi cette limitation, hein? C'est le problème de l'intermittence, parce que l'énergie propre n'est pas disponible en continu, hein? C'est une énergie qui est le jour quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, il n'y a pas d'énergie solaire, d'accord? Donc si vous voulez, le réseau subit des instabilités, hein? C'est-à-dire parfois il y a beaucoup d'énergie, parfois il n'y a pas assez d'énergie, d'accord? Donc pour ne pas trop perturber le réseau, actuellement, bon, les études montrent qu'il faut essayer d'injecter jusqu'à à peu près 20%. Oui. Ben nous, on ne va pas se plaindre. Bon, ça dépend. Si au Maroc, le nord du Maroc, sur le Rif, ils ont installé sur toute la crête du Rif des éoliennes, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein, donc il faut détecter. Il y a des gens. Pardon ? Ah oui, la géothermique. Géothermie. La nature fait que quand l'extérieur est froid, la terre est chaude, et quand la terre est froide, l'extérieur est chaud. Pardon ? C'est par période qu'on peut stocker l'énergie. Non, c'est pas par période. Le puits canadien, il est connu depuis très longtemps. C'est quoi le puits canadien ? C'est que vous percez un trou très 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 loin dans la terre et vous allez chercher les calories chaudes dans la terre. Et les gens, beaucoup de Canadiens, chez eux, au Canada il fait froid quand même, donc chez eux ils vont chercher, monsieur Benkala, peut-être que vous avez un puits canadien chez vous, mais en tout cas c'est une technique qui est connue chez les Canadiens, je veux dire avant même les smart grids, donc il perce un trou très 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 profond et donc avec un liquide calorifique, d'accord, un fluide ou un liquide qui va en circulant dans ce circuit et récupère les calories chaudes donc dans le sol et il va les ramener chez vous. Et inversement l'été, parce que l'été il fait chaud, je veux dire à l'extérieur, et donc dans le sol c'est plus frais, donc il y a cet échange calorifique qui se fait en permanence. Donc ça existe, il y a des solutions. Ça, c'est pas même l'énergie des marées. Hein, je vais montrer un exemple je pense que c'est Google, ils ont mis un serveur dans la mer, donc voilà, il est refroidi, mais il est aussi alimenté par l'énergie des vagues, d'accord. Donc là, dès qu'il y a de la mécanique, il y a de la production d'énergie, d'accord. Donc voilà, pour ce que je fais, je fais des trucs pour le moment basiques sur les smart grids. J'ai quelques idées un peu plus intéressantes, mais il faut quand même aussi
aussi de bons étudiants pour développer des choses un petit peu et des échanges, etc. Donc voilà, c'est-à-dire actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On développe les IT. Alors, parce que j'ai parlé des IT, un smart grid. Donc déjà, il y a l'énergie. J'ai parlé de l'énergie, mais cette énergie, elle est instable. Donc ça fait que le réseau est instable. Ce réseau, il faut le stabiliser. Comment on va le stabiliser? En mettant une couche de supervision. Donc on va mettre des smart meters, c'est-à-dire des capteurs. Je ne sais pas, peut-être que M. Benkahla va parler un peu de ça. Donc il y a des capteurs partout. Ces capteurs, chez vous, chez tous les ils regardent quel est le besoin en énergie. Donc si j'ai besoin d'énergie, bon, ce qu'on a fait dans notre algorithme, c'est un truc basique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réutilisé les techniques d'allocation de puissance qu'on utilise dans la radio cognitive. C'est à peu près la même chose. C'est un besoin et des ressources. Comment matcher un peu le besoin et les ressources? Donc c'est une formule d'optimisation classique, d'accord? Donc ce qu'on fait, on a essayé quand même de faire attention à ce que l'énergie soit produite et utilisée localement, hein, parce qu'il y a les pertes dans le transport aussi. Si mon énergie, elle est propre, mais elle va faire 300 km pour aller à Tanger, c'est pas la peine, hein, parce qu'elle va perdre 30% dans le transport, d'accord? Donc il faut être dans les pertes d'énergie, aussi dans le cadre du transport. Donc si vous voulez, voilà, c'est-à-dire il y a de l'énergie propre qui est injectée, on met des capteurs, et les capteurs, ils vont nous dire quel est le besoin et quelle est l'énergie présente. Et donc ce qu'on fait, c'est que si l'énergie propre est présente, on va utiliser en premier l'énergie propre localement. Si elle n'est pas présente, on va aller pomper de l'énergie sur le réseau. S'il y a un excédent d'énergie propre, on va l'injecter sur le réseau. Donc c'est une technique d'allocation, pas de ressources comme en télécom, mais d'allocation d'énergie, tout simplement. Alors, un fournisseur d'énergie. Pardon, il y aura? Comme si un fournisseur d'énergie. Exactement, vous avez tout compris. Ce qu'on a proposé, c'est un third party, c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui devient cet intermédiaire. Et il n'a que de l'infrastructure informatique, il n'a même pas besoin de... Donc il y a les gens, ils ont leurs panneaux, le coût il est zéro d'infrastructure. Les gens, ils ont leurs panneaux solaires. Chez nous, c'est l'ONE, c'est l'équivalent de l'EDF en France, il a son énergie. Et un third party qui fait un cloud. Bon, on a proposé un cloud et on l'a appelé Energy as a Service, hein? Donc l'Energy as a Service. Donc voilà, c'est ce third party. Bon, bien sûr, il y a des lobbies, mais nous, c'est des idées qu'on met sur la table et après, voilà. Donc il y a ce third party qui vient et qui gère ça, d'accord? Donc voilà, ça c'est le principe un petit peu enfin ce qu'on fait. Oui, j'avais parlé, ça il n'y a pas de télécom pour moi là-dedans, hein? Ça c'est de la supervision. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de problématique télécom dans cette supervision. Après, on peut trouver des problématiques télécom intéressantes, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est que ces smart meters, ils transmettent quelques bits et de temps en temps, d'accord? Donc déjà, le débit n'est pas le même, comme les télécoms. Donc là, on a un autre type de canaux. Les canaux, quand ils transmettent donc quelques bits, ils vont transmettre sur des toutes petites bandes. Les bandes passantes sont très 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 petites. Donc là, encore une fois, une idée que j'aimerais développer, et je tends la perche à mes collègues tunisiens, ça serait, et aussi à M. Benkahla, c'est de, par exemple, essayer sur le LTE, parce que le LTE, il utilise de l'OFDM. Donc on a des carrières qui ne sont pas utilisées. Il y a des porteuses de temps en temps qui sont nulles. Donc là, ça fait des micro-bandes qu'on peut utiliser. D'accord? Mais pour faire ça, il faut de sensing, de la radio cognitive, etc. Et communiquer sur quelques dizaines de kilohertz sur une très grande... C'est aussi... c'est pas facile, parce que les filtres, il y a des contraintes là-dessus. Donc voilà, il y a de la recherche qui peut être faite. Ça, c'est des télécoms. Donc on peut trouver de vrais problèmes de télécoms dans d'autres applications, d'accord? Mais en tout cas, actuellement, les IT, voilà, ça c'est typiquement un exemple où on a introduit les télécoms pour optimiser l'efficacité énergétique, la consommation d'énergie et la production et la consommation, parce qu'on va favoriser la production green tant qu'il y a de l'énergie propre, mais quand il n'y a pas d'énergie propre, on va basculer, on va utiliser l'énergie polluante en dernier lieu, si vous voulez. C'est vraiment quand on n'a pas d'énergie propre disponible. Voilà, donc ça c'est bien sûr dans un environnement hétérogène, parce que vous voyez l'éolien, la géothermie, etc. Voilà. Donc voilà, c'est l'idée dont je vous ai parlé. Donc on a proposé un papier, bon, c'était le concept, où on a proposé d'utiliser l'énergie comme un service. Donc moi, peu importe, je ne m'intéresse pas à ce qui se produit chez moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir de l'énergie. Et après, il y a un cloud qui gère, il peut même me donner de l'énergie. Je peux avoir une carte et aller ailleurs. Et avec cette carte, je peux savoir si j'ai du crédit, parce que mon panneau solaire est en train de produire de l'énergie. Donc ça, c'est quand même quelque chose de...
avec voilà, ça c'est encore une fois Internet of Things, les objets communicants, on est partout localisé. Donc tout ça ensemble, la convergence entre le Internet et les réseaux d'énergie, c'est ce qui a fait les smart grids. Voilà, donc juste pour vous dire que les plus grands s'intéressent à l'efficacité énergétique et aux problèmes green. Bon, j'avais cité tout à l'heure donc Google qui a mis son serveur dans la mer, et donc c'est un serveur qui a gagné avec ça un award. Donc voilà, c'est un data center qui est complètement green parce qu'il est alimenté par l'énergie des vagues, et il est refroidi. Donc vous voyez les bits, hein, donc c'est un serveur, il est refroidi par l'eau de mer. Voilà. Il y a aussi, tout le monde s'y met, Windows, maintenant, il y a les protocoles, on peut les optimiser. J'en ai parlé tout à l'heure des algorithmes, mais les protocoles pourraient être aussi optimisés de telle sorte à minimiser la consommation d'énergie. Donc déjà, dans les nouvelles versions apparemment de Windows qui sortent, l'aspect power saving, il est pris en considération. Bon, le cloud, bien sûr, le cloud en soi, c'est très bien parce qu'il y a la virtualisation. S'il y a de la virtualisation, on n'a plus besoin d'avoir un serveur chez soi. Hein, il y a un data center et on a un morceau de mémoire, une zone mémoire dans ce data center. Donc, vous savez quel est l'intérêt du point de vue efficacité énergétique ? Donc là, au lieu d'avoir votre infrastructure chez vous avec votre serveur, c'est dans un gros data center, et donc il y a une virtualisation vous n'avez plus l'infrastructure, elle est virtuelle, d'accord, elle est ailleurs. Bon, le plus gros problème des data centers et des infrastructures informatiques, c'est le refroidissement. C'est la climatisation. La climatisation consomme énormément d'énergie, d'accord. Donc cette fois-ci, si on n'a plus de serveur chez soi, le plus gros n'est plus il n'y a plus cette consommation d'énergie parce qu'on est dans un grand data center qui, lui, il est green, parce que les green data centers, j'en ai vu un, c'est le premier en Afrique, c'est chez la LIDEC au Maroc. Ils ont, peut-être pas en Afrique du Sud, mais en tout cas en Afrique, peut-être excepté l'Afrique du Sud, c'est le premier. Je l'ai visité, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils étaient très contents. Alors c'est un data center où il est pensé d'une façon très intelligente, parce que quand on refroidit un data center dans une salle, il y a quand même une déperdition d'énergie. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est confiné d'abord dans une poche, d'accord ? Et tout ce qui sort effectivement comme énergie, il est récupéré, d'accord ? Il est récupéré pour faire marcher d'autres trucs, et ils viennent refroidir directement les puces. D'accord ? Il y a des sondes sur les puces, ils viennent refroidir, donc l'énergie, comme il a dit le professeur Bispas tout à l'heure, on jette pas, on va pas refroidir la salle alors qu'il n'y a que le data center, lui, ou même au-delà du data center, les processeurs qui sont en train de tourner, qu'il faut refroidir. D'accord ? Donc, c'est ciblé. Voilà, donc ça existe déjà. Et donc, la combinaison avec ces idées intéressantes et la virtualisation. Bon, la virtualisation, beaucoup de personnes quasiment ne parlent de ça, mais ça me dérange un peu, dans le sens où il faut contrôler aussi les trafics. Parce qu'on va avoir, c'est-à-dire, moi, je suis chez moi, mais je travaille sur un serveur qui est je ne sais où. Il y a quand même des va-et-vient sur les réseaux. Il y a d'abord de l'engorgement de réseau. Donc, mais bon, il ne faut pas refuser les idées, il faut trouver un trade-off, c'est-à-dire peut-être un cache sur place en attendant d'aller et de ne pas travailler en permanence sur le serveur, d'accord ? Donc voilà, il y a de la recherche un peu sur des green cloud aussi, donc il y a quelques pistes. Moi j'ai un doctorant qui travaille sur ça, bon, il y a quelques pistes comme ça qu'il essaye de... moi je ne suis pas du tout informaticienne, bon, je suis plutôt télécom, et même télécom couche, c'est-à-dire la couche physique, mais l'idée de penser des idées intéressantes pour essayer d'optimiser la consommation d'énergie dans la conception même du cloud, je pense qu'il y a des choses à faire. Bon, ça c'est des outils ou des applications qui permettent d'aller vers de l'efficacité énergétique aussi, dans une combinaison entre Google et, je pense que c'était Ford, je me rappelle, oui voilà, c'est Ford. Donc vous savez que là c'est pas la consommation d'électricité, mais ça peut, mais c'est la consommation du fuel, d'accord ? Donc vous avez une application qui vous donne une idée sur la trajectoire que vous allez, en tout cas tenant compte du trajet que vous voulez où vous allez,
Donc il y a une carte et on sait qu'en fonction des virages, etc., il faut optimiser la vitesse. Hein. Donc la vitesse, quand on optimise la vitesse par rapport à la topologie, enfin la façon, enfin en tout cas le trajet, ça permet de réduire la consommation de carburant. Voilà, donc ça c'est quelques idées pour vous dire que IT, en tout cas là c'est encore les technologies de l'information, puisque c'est une application que vous avez sur votre mobile qui est connectée encore une fois avec votre voiture et qui permet automatiquement de réguler ou de régler la vitesse de votre voiture. Donc voilà, donc ça c'est les aspects Green IT en général. Et bon, je viens malheureusement, c'est Hicham est sorti, mais bon, il y a l'aspect sur la santé. Donc voilà, j'ai une étudiante qui travaille sur ça. Donc effectivement, ça c'est un problème parce que avec tous ces rayonnements électromagnétiques, bon, il y a quand même peut-être, c'est pas démontré, mais en tout cas on s'inquiète un petit peu. Il y a peut-être un risque sur la santé. Donc, bon, juste pour aller un petit peu vite, on va essayer de minimiser la consommation d'énergie, mais aussi l'énergie rayonnée. Donc, comment on va utiliser ça? Je vais passer ça aussi, voilà. Donc, il faut savoir que les rayonnements électromagnétiques sont contrôlés. Hein. Il y a une instance internationale qui s'appelle le ICNIRP. Donc, c'est la Commission internationale de la radiation, de la protection contre la radiation non ionisante, hein, parce que la radiation ionisante, elle est dangereuse. C'est au-delà je pense, c'est les gamma, c'est les fréquences gamma, d'accord? Mais en dessous, il faut aussi baisser le rayonnement électromagnétique. Donc rien n'a été démontré, donc normalement non ionisante, ça veut dire elle ne modifie pas les molécules des corps et des tissus, donc ça veut dire qu'elle n'est pas dangereuse. Mais bon, on est tous, moi en tout cas j'ai un gros problème de migraine, alors je ne sais pas si ça vient des rayonnements électromagnétiques ou pas, mais en tout cas beaucoup de personnes, ils sont pas à l'aise, ils sentent que on est fatigué, etc. Alors peut-être, il y a aussi là je trouve que le problème n'est pas traité correctement parce que souvent on va nous dire il y a dans le Wi-Fi par exemple c'est pas très très fort. Hein. Le GSM, bon sachez que en France c'est le cas aussi, c'est 41 volts par mètre. Au Maroc c'est la même chose. Dans les pays scandinaves et au Luxembourg c'est 6 volts par mètre. Hein. Donc déjà eux ils ont réduit par un choix, ils transmettent à des puissances qui sont c'est 6 volts par mètre. C'est-à-dire le rayonnement ne peut pas dépasser, alors que dans nos pays c'est autorisé 41 volts par mètre. Mais bon, il y a des gens qui ont choisi d'avoir moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc, ce rayonnement, il est mesuré par le taux d'absorption spécifique, le SAR, qui est donné par cette formule, hein, sigma la conductivité, E le champ électrique et ρ c'est la résistivité d'une zone. C'est un petit cube, je pense que c'est un poids de 10 grammes, enfin c'est la norme. Donc les terminaux, ils doivent passer par les autorités de standardisation, pas de standardisation, des régulations, pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les normes qui sont spécifiées. D'accord? Donc voilà, il y a toute une technique avec des mannequins, etc., qui ont fait les tests sur des mannequins pour voir que des mannequins qui ont un tissu qui a les caractéristiques du tissu humain, pour voir quel est le taux d'absorption. Et les terminaux ne sortent dans le commerce que s'il y a cette spécification qui est respectée. D'accord? Donc là, c'est des choses qui sont mais bon, si on essaye de réduire, oui, je disais que le problème est mal posé parce que donc dans le Wi-Fi, dans l'UMTS, dans la 3G, donc chacun fait ses mesures dans sa bande, mais nous, notre corps, il intègre tout ça. Et ça, personne n'a jamais parlé on parle pas de ça, c'est que quand même nous, on subit toutes les fréquences. Et on est sensible à pas mal de fréquences. Donc moi, j'aimerais bien voir une étude qui fait l'intégrale de tout ça et qui regarde un petit peu quel est l'effet de tout, parce qu'on va avoir une multitude. On a vu tous les nombres des RAT, des Radio Access Technologies qui vont être disponibles dans la 4G, qui communiquent en même temps, hein, d'accord, puisqu'ils sont orthogonaux, donc il n'y a pas de problème pour le télécom. Mais il y a un problème peut-être pour la santé, parce que c'est le même tissu biologique qui quand même subit à différentes fréquences. Voilà, je me pose cette question. J'ai jamais vu une étude, up to my knowledge, comme on dit, j'ai pas vu. Oui, mademoiselle ou madame. Je ne sais pas. Bon.
Mais bon, il y a les opérateurs, bien sûr, ça les dérange. Mais il y a aussi des centres de recherche qui sont censés ne pas être, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se cache. Mais il y a des gens, je sais qu'il y a des gens à Grenoble, il y a des professeurs qui, dans leur laboratoire, essayent de mesurer un peu l'impact de ces. Mais disons que ça serait bien si on réduit. Effectivement, ça serait bien que les opérateurs s'intéressent vraiment, s'ils s'intéressent à l'écologie ou un tout. Parce que pour moi, l'écologie, l'homme est là-dedans, fait partie de la nature. Le respect de la nature, c'est le respect de l'homme aussi, etc. Ça fait partie. Pour moi, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est un peu le contexte. Bon, maintenant, je vais aborder une partie qui est... je ne sais pas combien de temps j'ai. J'arrête ? Ah, bon, on va attaquer la radio cognitive après la pause. Voilà. Donc,